Aujourd'hui, nous allons nous déplacer dans le temps, quelque part entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et le 6e siècle après Jésus-Christ, donc entre la période dite de printemps et automne, celle sous laquelle a vécu Confucius, et celle de la dynastie de Sui, celle au cours de laquelle son temple a pris son visage définitif. Et donc nous allons parler d'un des plus grands penseurs de l'histoire universelle, je crois pouvoir le dire, qui a été donc Confucius. Et le fait qui nous sert d'appui ce soir est le suivant. En l'an 592 de notre ère, l'empereur Wendi, fondateur et presque unique empereur de la dynastie des Sui, dont je vous reparlerai tout à l'heure, ordonne la restauration de tous les temples de l'Empire de Chine et accorde un soin tout particulier au temple de Confucius qu'il parraine personnellement. Ce qui est pour moi donc une façon de vous amener dans un lieu de Chine qui ne fait peut-être pas partie de tous les circuits classiques, c'est Qufu au nord du centre de la Chine. Qufu donc, où nous allons voir le temple de Confucius, la maison de Confucius, le tombeau de Confucius et la nécropole des descendants de Confucius. Et j'espère que pour beaucoup d'entre vous, ce sera l'occasion d'une découverte, mais pour moi, c'est un des endroits les plus beaux de la Chine et c'est un sujet ce soir qui m'attache tout particulièrement. Je voulais vous montrer d'abord ceci, parce que c'est une pièce absolument remarquable. C'est une amulette pendentif. La largeur totale, si vous voulez, de la gueule du dragon à la partie enroulée de son corps, c'est 6,2 cm, donc c'est un tout petit objet, qui a pourtant 2500 ans, et qui vous montre bien qu'en cette époque, reculée déjà, je dirais, les Chinois savaient manier cette pierre incroyablement dure qu'est le jade, avec une maestria qui était absolument étourdissante. Alors, nous savons, vous savez, que depuis leur néolithique, les Chinois savaient travailler le jade, mais c'est quand même vrai qu'à la période dite de printemps et automne, qui nous intéresse, donc la période de Confucius, l'art des maîtres jadiers était arrivé à l'un de ses sommets déjà, et une pièce comme celle-ci le montre bien. Ça, je voulais vous montrer une pièce contemporaine, je dirais, de Confucius. Et le deuxième frontispice, c'est un portrait de Confucius. J'hésite un tout petit peu sur le mot portrait, vous l'avez peut-être remarqué, parce que c'est naturellement donc un portrait idéal. Mais après tout, toutes les représentations du Christ que nous véhiculons dans notre iconographie chrétienne sont totalement quelques siècles, voire même 1700 ans, plus tardives que la carrière même du Christ. Alors c'est un tout petit peu la même chose pour Confucius. On a arrêté dans les siècles une sorte de visage officiel, qui est celui que vous avez sous les yeux, qui a servi de modèle véhiculaire à toute l'iconographie confucianiste. Cela étant, ça nous amène à l'éternelle chronique du jour. Je crois que j'appelais ça la Gazette l'année passée. Alors, 592 nous ramène dans cette époque que les historiens appellent le Haut Moyen-Âge. Nous sommes d'abord en Occident, nous sommes d'abord dans ce qu'on appelle surtout pas l'Europe, mais ce qui est quand même aujourd'hui en train, bon an, mal an, de devenir l'Europe. Alors, en plein Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire, et vous le savez bien, une des périodes les plus troublées, une des périodes les plus passionnées, une des périodes peut-être aussi les plus âpres qui soient. Nous sommes en plein dans cette période du partage du monde. C'est très important de s'en souvenir. Je vous rappelle que dans l'histoire universelle, surtout dans les civilisations orientales, mais aussi chez nous, le schéma est un peu toujours le même. Vous avez un utopiste de génie qui peut s'appeler Alexandre le Grand, qui peut s'appeler Bonaparte, qui peut s'appeler Clovis, tiens, parce que c'est celui qui nous intéresse maintenant, qui réussit, à la force du poignet, à créer une sorte de monde uni. Il réussit à créer une sorte d'empire fabuleux, mais onirique parce qu'il ne peut durer que le temps de son règne. Ce rêveur-là disparu, le monde se redivise. Et le partage du monde dont je parle à propos de 592, chez nous donc, c'est exactement ce qui a suivi la mort de Clovis. Clovis disparaît en 511, le rêve d'une entité occidentale disparaît avec lui, ses héritiers commencent cette division du monde qui va se terminer par des guerres effroyables. Et vous savez qu'en effet, depuis 511 jusqu'à l'époque qui nous intéresse aujourd'hui, pendant 80 ans donc, jour pour jour ou presque, génération après génération, ce ne sera que guerre, rivalité, vol de royaumes, usurpation de couronnes, rêve soudain d'une paix, mais qui ne dure jamais beaucoup plus qu'un an ou 2 ans. En fait, ce sont 4 couronnes qui font et défont l'Occident à cette époque-là. La Neustrie, l'Austrasie, la Bourgogne et l'Aquitaine. Ce sont les 4 têtes de pont de notre Occident, je dirais.
Mais en 592, la situation est simple, 2 sur 4 ont complètement disparu. Elles se sont tellement épuisées dans ces guerres infinies qu'elles n'existent quasiment plus qu'à l'état fantasmatique de puissance politique, c'est-à-dire elles n'existent plus. Il faudra l'arrivée de ce personnage fabuleux qu'est Charles Martel pour que commence à se dessiner l'idée d'une entité occidentale. Il faudra son fils Pépin le Bref pour que cette entité soit presque une vérité politique, et il faudra ce descendant formidable qu'est Charlemagne pour que naisse vraiment l'Europe unie. Et vous savez tous que le jour de Noël de l'an 800, le pape Léon III, devant la basilique Saint-Pierre de Rome, pourra remettre à Charlemagne cette couronne du Saint-Empire romain germanique qui ramènera l'Occident à une entité une et indivisible pour quelque temps, c'est-à-dire le temps d'un règne une fois de plus. En 592 donc, la bataille terrible est entre Neustrie et Austrasie, et naturellement leurs rois respectifs, Chilpéric pour la Neustrie, Sigebert pour l'Austrasie. Mais vous savez déjà, parce que j'y avais fait allusion, c'est même pas la guerre des rois, c'est en faire la guerre des reines, puisque derrière ces rois un peu fantoches, que sont et Chilpéric et Sigebert, il y a 2 femmes extraordinaires. L'une, c'est Frédégonde, épouse de Chilpéric, et l'autre, c'est Brunehaut, épouse de Sigebert. Et ces 2 femmes, qui sont des louves, au sens le plus propre du terme, ont chacune un intérêt très différent à défendre. Frédégonde frappe, et frappe très fort, en tant que mère, parce qu'en fait, elle n'a rien à défendre elle-même, elle le sait bien, sauf les intérêts de celui dont elle veut qu'il soit le maître du monde, le petit Clotaire, qui bel et bien un jour deviendra Clotaire II, maître des destinées de la Neustrie. Et de l'autre côté, il y a Brunehaut, qui agit comme une louve aussi, mais pas comme une louve mère, elle agit comme une louve épouse, et ce qui est encore beaucoup plus grave, une louve veuve. En effet, Brunehaut a perdu Sigebert, qui a été assassiné sur l'ordre de Frédégonde. Alors mettez une mère et une veuve face à face, et je peux vous dire que l'Occident flambe. Et en fait, c'est surtout entre ces 2 femmes que l'Occident aura, je dirais, un certain mal à se faire. Et nous sommes en plein dans la grande bataille de cette Neustrie et de cette Austrasie par Frédégonde et Brunehaut interposés. En fait, tout le monde est tellement occupé de bataille, tout le monde est tellement occupé de pouvoir, tout le monde est tellement occupé d'usurpation, de complot, que sais-je encore, que la page culturelle de cet Occident est à peu près, je dirais, nulle. Il y a un seul personnage dont j'avais déjà parlé, mais dont je suis bien obligé de reparler parce qu'il est tellement lumineux qu'on ne peut pas le passer sous silence. Un seul personnage qui domine ce marasme assez bourbeux, c'est le pape. Peut-être le plus grand pape de tous les temps. Il s'agit de Grégoire le Grand. Et Grégoire le Grand vient de monter, en fait, sur le trône de Pierre, et il est le 64e descendant de l'apôtre. Il vient donc d'arriver à Rome et de commencer à y faire régner cette sorte d'apostolat de lumière qui sera tellement extraordinaire. Et ça, je l'avais déjà dit, mais j'ajoute, alors peut-être c'est plus nouveau, je dirais, le pape commence immédiatement un travail absolument formidable. Ce que les soldats ont fermé, les moines, sur ordre du pape, sur vocation, je dirais, dictée par le pape, vont le réouvrir. Les frontières que les armées ont bouclées, les moines vont absolument les transgresser. Et on assiste à ce phénomène extraordinaire que, par la force des couronnes, l'Europe est en train de sombrer. Par la force de la foi, l'Europe est en train de naître. C'est le grand moment de ce double mouvement très extraordinaire. D'un côté venu du nord et allant vers le sud, de l'autre côté venu du sud et allant vers le nord. Je m'explique. C'est l'arrivée, avec grâce pontificale de Grégoire le Grand, des grands moines de l'Irlande qui commencent, Colomban, Gall et d'autres que vous connaissez bien sûr, qui commencent à gagner notre Occident. Et en 591, donc une année avant notre date de prétexte, Colomban lui-même crée l'abbaye de Luxeuil au sud. Donc au fond, si vous voulez, la première terre au nom du Christ régnante dans ce marasme, la première terre au fond bénie pourrait-on dire. Et 4 ans plus tard, les moines partant de Rome avec Bulle de Grégoire le Grand partent pour l'Angleterre et créent l'abbaye de Saint-Pierre et Saint-Paul, plus connue aujourd'hui sous le nom tout simple d'abbaye de Canterbury.
C'est assez extraordinaire de se dire que Luxeuil et Canterbury ont été créés exactement les mêmes années, mais dans un Occident où tout n'était que fracas de bataille, de trahison, de complot et d'horreur. Et notre christianisme commençait en fait à jeter ces grandes routes qui seront les siennes, et cela, je répète, grâce au pape. Donc, si on veut résumer tout simplement, nous dirions, je dirais, sur le plan, disons, des faits politiques et historiques, ce qui dépend donc des couronnes, tout est en pleine période de stagnation, et une stagnation très putréfiée, si j'ose dire, et le seul élément qui vient conjurer cette stagnation, c'est la force des moines, et donc la force du pape. Cela à propos d'Occident. On quitte maintenant l'Occident et nous arrivons en Orient, si vous êtes d'accord, et nous avons toujours fait un arrêt à Byzance. Je fais donc cet arrêt à Byzance de nouveau. 592, ça va aussi mal à Byzance que ça va mal dans le reste de l'Occident. Ce sont des années terribles. À Byzance règne encore pour quelques semaines un basileus extrêmement intéressant et important. Il s'appelle Maurice. Cet homme est un militaire de carrière. Cet homme est un homme d'un charisme militaire extraordinaire. L'armée l'adore. Et sentant que cet homme-là est le héros de l'armée, le basileus en poste, qui n'a pas beaucoup de descendance, parce qu'il n'a jamais beaucoup aimé de la façon dont on avait de la descendance, et donc le basileus Tibère II adopte ce fameux Mauricius et lui lègue la couronne impériale. Et quand Mauricius devient Mauricios, Maurice Basileus de Byzance, commence une page superbe qui ne durera que 2 ans, une page superbe de l'histoire de Byzance. On a tout d'un coup un homme de poigne, d'envergure, écouté par la foule, aimé par la foule, et on a l'impression à Byzance, au début de ces années 590, que l'âge d'or de Justinien pourrait renaître. Justinien, c'est pas si vieux, c'est 550, donc depuis 40 ans, de mauvais basileus se sont succédés. Tout d'un coup, ce Maurice apporte un souffle de bonheur. Tout va bien. Byzance recommence à régner sur un fond d'or, comme ces mosaïques. Mais voilà, en 592, un autre homme de charisme, mais lui alors un charisme au noir, je dirais, qui s'appelle Phocas, réussit à assassiner Maurice, faire périr la famille impériale entière dans des conditions absolument effroyables, et réussit en fait à usurper la couronne. Phocas devient basileus de Byzance. Et ce que Maurice et ses prédécesseurs depuis Justinien avaient mis près d'un siècle à construire, Phocas mettra 3 ans à le détruire. Nous sommes au début de cette fantastique dégringolade du prestige byzantin due à l'usurpateur Phocas, une des figures les plus noires peut-être de l'histoire même du Moyen-Orient, si tant est que Byzance peut s'appeler Moyen-Orient. Ayant vu cette page byzantine et vu qu'elle n'était guère plus gaie, je dirais, que la page strictement européenne, poursuivons donc, et la dernière étape avant d'arriver à la Chine, c'est traditionnellement l'Inde. S'il y a des guerres entre la Neustrie et l'Austrasie, s'il y a des guerres entre l'armée de Maurice et l'armée de Phocas, il y a des guerres en Inde, très évidemment aussi. C'est la grande époque des grandes guerres. Les guerres presque sacrées. C'était ces guerres presque rituelles, si vous vous souvenez. Parce que, avec un peu de mémoire, vous vous rappellerez, à ce cap du 6e, 7e siècle, il y a en Inde 2 cours majeurs qui fêtaient, je dirais, la politique du subcontinent indien. Au nord, souvenez-vous, les Chalukyas, dans la région de Patadakal et de Badami, et au sud, les Pallavas, dans la région de Mahabalipuram, Kanchipuram. Nous avions vu donc que la guerre était atavique entre ces 2 dynasties. De père en fils, on se léguait le devoir de guerroyer, ou à peu près. Et vous vous souvenez certainement de ce schéma. Les 2 dynasties se sont littéralement épuisées à ces guerres qui sont plus des guerres de prestige que des guerres effectives, au point de disparaître et de permettre alors l'avènement et la naissance de nouvelles civilisations. Alors, en 592, comme en Occident et comme à Byzance, c'est la guerre entre les villes du nord et les villes du sud, Patadakal contre Kanchipuram, et pour être tout à fait précis, le roi Kirtivarman Ier de la dynastie des Chalukyas, au nord et donc à Patadakal, et le roi Mahendravarman de la dynastie des Pallavas, au sud à Kanchipuram. Seulement la grande différence, je dirais, de ces guerres indiennes et des guerres byzantines, ou à plus forte raison des guerres européennes, c'est que les guerres indiennes produisent des merveilles. Car souvenez-vous, les guerres gagnées sont toujours commémorées par la construction de temples fabuleux. Donc, alors que nous détruisons nos églises, nos monastères, nos palais et nos villes à coups de Frédégonde et de Brunehaut interposés,
Alors qu'à Byzance, Phocas détruit tout ce qu'a fait Maurice et du même coup tout ce qu'ont fait ses prédécesseurs, en Inde, on construit des sites merveilleux que sont Badami, Ayol, Patadakal, Mahabalipuram et Kanchipuram. Donc je dirais, il y a juste un tout petit point de barbarie en moins dans les guerres indiennes, ce qui nous prépare à arriver au raffinement suprême, c'est-à-dire à entrer en Chine. Nous arrivons à la Chine maintenant. La Chine, nous l'avons laissée la dernière fois, souvenez-vous, sous la dynastie de Han. On avait consacré toute une rencontre à parler de cette première hégémonie de la dynastie de Han. Mais maintenant, nous sommes 3 siècles après les Han. La dynastie de Han tombe en 220 après Jésus-Christ. Nous sommes ce soir en quasiment 600. Donc, en quelques phrases, je dois évoquer ce qui s'est passé entre-temps. Le laps de temps entre 220 et 590, c'est la période du remorcellement de la Chine. Donc, c'est aussi une période de partage du monde. N'ayez pas peur, je ne vais pas entrer dans des détails infinis, parce que plus c'est loin, plus c'est indigeste, je sais. Mais je vais simplement vous montrer en quelques phrases comment les historiographes chinois ont marqué cela. Ils disent, lorsque le dernier empereur de l'unique dynastie de Han a disparu, la Chine a été livrée d'abord à la période des 3 royaumes, à laquelle a suivi la période des 6 dynasties, à laquelle a suivi la période des 16 dynasties, à laquelle a suivi la période des royaumes combattants. Si vous avez bien écouté cette phrase, elle est absolument révélatrice. L'unité des Han a d'abord été foudroyée en 3 parties, 3 royaumes, 6 parties, 6 dynasties, 16 parties, 16 dynasties, et après on ne tient plus le compte, alors ça devient les royaumes combattants. C'est générique au moins. Et le fait est que nous sommes, dans l'époque qui nous intéresse ce soir, nous sommes dans une période de complète division de la Chine. Il y a, bien entendu, encore quelques royaumes, beaucoup de petites principautés, pas mal de moyens duchés, une infinité de fiefs mineurs que vous pouvez imaginer. Certains de ces États qui se considèrent comme souverains, bien entendu, ont quelques kilomètres carrés à peine de superficie, d'autres rêvent d'être un peu plus grands, mais c'est à travers toute la Chine de perpétuels convois d'armées, de perpétuelles conquêtes et reconquêtes, et le pauvre mandat du ciel, j'espère que vous vous souvenez depuis l'année passée de l'importance de ce mandat du ciel, a bien de la peine à savoir où il va se poser. Parce qu'à l'époque qui nous intéresse, véritablement, qui pourrait savoir quel homme sera assez grand pour recréer l'unité de la Chine? Eh bien, en 581, un personnage qui est à la fois homme d'armée puisqu'il est général et homme de cour puisqu'il est ministre, venant de la cour des Zhou, une des innombrables petites cours de cette Chine du temps, réussit en fait à entrer presque seul, on dit qu'il avait 6000 hommes avec lui, c'est pas lourd, hein, presque seul, dans les ruines fumantes de la dynastie des Han, et s'y installer sur un trône, et décréter qu'il a le mandat du ciel. Et on le croira, il deviendra l'empereur de Chine. Ce général et ministre-là s'appelle en fait Yang Qian. Yang Qian. Mais sitôt monté sur le trône, on ne l'appellera plus jamais Yang Qian, on lui donnera le nom impérial de Sui Di. Un tout petit peu, non pas de culture chinoise, mais de teinture chinoise, vous font savoir, et vous savez déjà, que Di veut dire empereur. Sui, c'est le nom dynastique qu'a choisi ce Yang Qian. Et quand il mourra, grâce à Dieu pas mal d'années plus tard, on ne l'appellera plus jamais Sui Di, on l'appellera de son nom posthume, qui est le nom qui doit au fond régénérer ses vertus et les immortaliser, on l'appellera Wen Di, cela veut dire l'empereur lettré. Et le fait est que, après ces dizaines d'années de division, de morcellement, de guerre, de famine, de tout ce que vous pouvez imaginer de pire, la Chine a tout d'un coup respiré. Le règne de Wen Di, c'est comme ça qu'on l'appelle, disons, dans la plupart des livres d'histoire, a été un règne formidable. Ce sera un règne extraordinaire de tempérance, de justesse, d'équité, à tout point de vue, absolument merveilleux. Et je vous en donne tout de suite une preuve. C'est merveilleusement habile, quand vous recréez une unité, de dire, moi, je vais offrir dans toutes mes provinces la reconstruction de tous les temples, de tous les dieux. Pourquoi? Parce que ces provinces, elles sortent toutes de guerre. Elles n'ont pas un sou devant elles. Les cités sont en ruine, les temples sont en cendres. Et avoir quelqu'un qui vient vous dire, moi l'empereur, je vais reconstruire ton temple,
C'est naturellement admirable parce qu'on se sent du coup flatté dans son authenticité historique. L'empereur sait que j'ai un temple auquel je tiens, donc on tient à l'empereur du même coup. Et naturellement, cela permet aussi à l'empereur de répandre sa tablette partout, c'est-à-dire que son nom va figurer sur tous les frontons de tous les temples. Je me permets de vous rappeler que d'autres personnes ont agi de la même façon. Ramsès II en Égypte n'a rien fait d'autre quand il a pris le pouvoir que Wendy de la dynastie de Suisse. La même politique, elle est admirablement intelligente. Wendy régnera un certain nombre d'années, pas loin de 22, et sera suivi par son fils. En quelques mots, je dois brosser le tableau du fils parce que c'est important pour la suite. Selon un schéma bien connu, quand un père est génial, le fils est naturellement un marasme effroyable. Mais alors, dans le cas de la dynastie de Suisse, c'est poussé au paroxysme. Autant le père avait été admirable, autant le fils sera non pas un imbécile, c'est pire que ça, un monstre. Et véritablement, le deuxième empereur de la dynastie de Suisse, qui s'appelle Yang Di, sera un monstre. Ayant envie de voir du sang, il ordonne la destruction et le massacre d'un village entier pour voir comment ça fait. Ayant envie de naviguer, parce qu'il aime bien le bateau, il fait creuser par des provinces entières, en engloutissant un nombre de vies humaines terribles, parce qu'il faut faire vite, un canal sur lequel il peut ensuite voguer avec ses concubines. Les historiographes chinois regorgent d'histoires effroyables sur cet empereur Yang Di, ce qui fait que le mécontentement sera tel qu'on assassinera l'empereur Yang Di et la dynastie des Sui disparaîtra. Au total, c'est une des plus brèves dynasties chinoises et je peux vous dire c'est une des plus grandes. Elle est très peu connue parce qu'elle dure peu de temps, elle a laissé peu de restes, il y a peu, je dirais, de vestiges archéologiques, mais quand on voit ce qui reste, on est confondu. Je vous rappelle, nous sommes sitôt après les Han, c'est-à-dire un art admirable, ça je suis tout à fait d'accord, j'adore l'art des Han, mais un art extrêmement austère, extrêmement solide, sur une affirmation très linéaire de la beauté. Et regardez tout d'un coup ce qui suit. Des œuvres d'un raffinement absolument extraordinaire, des formes d'une complexité tout aussi extraordinaire. Donc, en règle générale, et vous savez bien, le public occidental privilégie dans l'histoire de l'art de la Chine la dynastie des Tang, qui va s'ouvrir tout de suite après. Mais moi, je peux vous dire, et j'espère vous le constater des bisous, il n'y aurait pas eu de Tang s'il n'y avait eu ce bref épisode des Sui qui a fait découvrir à la Chine le raffinement des formes, l'exquise élégance des matières, le goût pour ces vernissages de céramique absolument extraordinaires qui vont déjà vers ce qu'on appellera un jour le céladon. Eh bien, tout ça, c'est le travail des Sui. Donc, 37 ans, c'est peu, mais quand on voit ce qui a été réalisé sur le plan esthétique, on en demeure confondu. Par exemple, ce brûle-parfum que vous avez là, aujourd'hui collection du Metropolitan de New York, en céramique vernissée, couleur céladon irisé. Comme ça ne vous suffit peut-être pas, deuxième œuvre que je vous montre. Vous vous souvenez que nous avions parlé, l'année passée, c'est vieux, mais nous avions parlé des minki, objets de lumière. Ces objets que l'on mettait dans les tombes pour remplacer les serviteurs, les cavaliers, les armées, et pourquoi pas les concubines, les musiciennes et les danseuses. Eh bien, ça s'était fait sous les Han, nous l'avions vu, on avait même reconstitué une ville de l'époque de Han grâce aux Minki, la dernière fois. Eh bien, cela continuera sous les Sui, les Tang, les Song, etc., bien sûr. Et regardez la beauté de ces Minki de l'époque de Sui. D'habitude, de nouveau, on cite les Minki de l'époque de Tang comme le sommet des sommets. Eh bien, je crois qu'il suffit d'avoir vu un beau Minki de Sui pour se rendre compte que le sommet du sommet du sommet, ben voilà, c'est l'époque de Sui. Est-ce que vous avez jamais vu dans l'art chinois de drapé plus exquisément souple qu'ici? Est-ce que vous avez jamais vu une élégance aussi consommée que celle-ci? Mais cela vous montre quelle grande page de l'histoire de l'art on est en train de traverser. Comme la céramique peut-être ne suffisait pas à vous montrer l'importance de la dynastie de Sui, je voulais vous montrer encore une œuvre qui date de Sui, c'est-à-dire du père, du fondateur. Je vous ai dit que c'était un homme extraordinairement connaisseur de toutes choses, notamment de spéculation théologique. C'est donc vous dire qu'une religion qui commençait à s'implanter en Chine et qu'on appelle le bouddhisme a trouvé auprès de Sui un terrain de parrainage extraordinaire. Il a autorisé les moines à se fixer, il a autorisé les moines à recevoir le parrainage impérial et il a payé de nombreux monastères et l'embellissement de nombreux monastères. Quand en 592, il a reconstruit le temple de Confucius, le temple de Lao Tse au sud et au nord de la Chine, il a aussi reconstruit des temples bouddhistes. Et c'est certainement dans cette campagne qui a été faite cette statue de basalte d'un bodhisattva, qui est une des œuvres les plus accomplies qu'ait jamais créé le génie chinois.
Encore une fois, quelque chose comme 50 ans avant l'épanouissement de la dynastie de Tang. Et voilà ce visage souverain du Bodhisattva Kannon, Kuan Yin si vous préférez, Avalokiteshvara si vous aimez mieux son nom indien, mais voilà donc ce visage merveilleusement raffiné qui rend pleine justice au génie de la dynastie de Sui. Alors naturellement que quand vous apprenez que c'est ce même empereur qui va construire le temple de Confucius, vous pouvez vous rendre compte que ce soir vous allez voir de bien belles choses. Cela nous amène donc directement au temple de Confucius et donc à la ville de Tufu. Tufu, c'est tout simplement, si l'on peut dire, le lieu où Confucius est né, c'est le lieu où Confucius a rêvé de vivre, c'est le lieu où il a vécu un peu, c'est le lieu aussi où il est mort. Donc c'est une ville sainte. Car pour la Chine, Confucius représente quand même l'une des parts les plus authentiques de son génie. Le génie chinois s'incarne en Confucius. Donc, Tufu est un des berceaux de la pensée et de la civilisation chinoise. Le temple de Confucius qui est au milieu de la ville, c'est vraiment alors le noyau des noyaux. C'est vraiment le lieu dans lequel le chinois se sent respirer avec le plus de bonheur, je dirais. Et ce temple-là remonte donc à la dynastie de Sui. Mais je dois vous dire tout de suite, par souci de ce qui va suivre, vous ne verrez pas une tuile, pas un mur, pas une brique de l'époque des Sui. C'est le prix que le temple de Confucius a payé à la faveur même de Confucius. Car comme à Karnak, pour ceux qui connaissent un peu mieux l'Égypte, il n'y a pas eu à Tufu d'empereur qui n'ait voulu embellir le temple. Il y a eu tellement de merveilles ajoutées sous les Tang, un peu plus tard sous les Song, puis sous les Yuan, sous les Ming, que littéralement, à l'heure actuelle, le temple a complètement perdu cette racine originelle de l'époque de Sui-Di. Donc il faudra que vous grattiez, je dirais, sous tout ce que je vous montrais de Qing, de Ming, de Yuan, de Song et de Tang, pour retrouver le moment de cette fameuse fondation de l'histoire. Quelques mots pour situer un peu mieux maintenant Tufu. Nous sommes, vous le savez je pense, dans la province du Shandong. Nous sommes de Tufu à quelque chose comme 100 km d'une ville importante qui s'appelle Tai'an, au pied de la montagne de Taishan, et à 180 km d'une autre ville qui s'appelle Jinan, au beau milieu de cette province du Shandong. Pour les Chinois, c'est presque un village, et c'est quand même 400 000 habitants. Et c'est une ville dont j'aurai l'occasion de vous montrer qu'elle est en fait formidablement chargée d'histoire. Donc, pour vous rappeler très brièvement l'histoire de Tufu, c'est très important pour ce qui va suivre, c'est même très important pour justifier la carrière même de Confucius. Dans la période historique qui nous intéresse, Tufu était la capitale d'un des innombrables petits royaumes que j'ai mis en scène tout à l'heure, le royaume de Lu. Et on parle beaucoup de ce royaume de Lu dans un des grands classiques de l'histoire de la Chine qu'on appelle la chronique des printemps et des automnes. C'est un titre merveilleux d'ailleurs, j'aurais tellement voulu l'avoir inventé. Ça a l'air d'une délicatesse exquise et ce n'est qu'une histoire de guerre effroyable, inutile de vous dire. C'est justement ce que couvre la grande période dont j'ai parlé tout à l'heure, les 6 dynasties, puis les 16 dynasties, puis les royaumes combattants. Donc c'est en fait une chronique héroïque absolument terrifiante. Et quand on lit cette chronique de printemps et automne, nous apprenons que Lu se trouvait à côté d'un royaume qui s'appelait le royaume de Qi, et que Lu a été conquise par Chu, que Qi a libéré Lu en éloignant Chu, mais que Wei a réussi à reconquérir Lu au détriment de Qi, et que tout cela a duré jusqu'au jour où Qin s'est enfin abattu comme un gerfaut sur cette marmite et en fait a créé l'hégémonie de la Chine, Qin étant Qin Shi Huangdi. Autrement dit, la chronique du royaume de Lu est exactement celle de tous les royaumes de la Chine. C'est une succession de guerres entre tout petits royaumes, j'en ai cité 3, Lu, Qi et Wei, qui sont vraiment les 3 à se battre sans cesse. Mais ce que nous savons, c'est que Lu, qui est le plus petit, est aussi le plus envié, parce que c'est le plus respecté en Chine. À Lu, tous les Chinois le savent, on pratique avec la plus grande obédience, le plus grand respect et la plus grande authenticité les rites et les traditions héritées des temps les plus anciens. Lu est un royaume savant, Lu est un royaume érudit, Lu est un royaume où l'on tient à cette érudition même qui s'appelle chez nous tradition. Et Lu a compris que le jour où un peuple veut oublier ses traditions, ce peuple est perdu. Alors Lu est un royaume petit, mais qu'on jalouse parce qu'il a ce sens
aigu de la tradition qu'en Chine on appelle en fait l'humanisme. Donc, Lu est un royaume qui a ses saints patrons. Vous savez, tous les royaumes ont leurs saints patrons. Eh bien, dans le royaume de Lu, il y a 3 saints patrons dont je vous parle et que je vais vous montrer. Parce que si vous ne les connaissez pas, vous ne comprendrez rien à Confucius. Les 3 saints patrons du royaume de Lu sont des personnages très vieux, morts depuis des siècles, des millénaires et même des millions d'années, voyez-vous. Mais à Lu, à Tufu aujourd'hui, on s'en souvient encore parce qu'on leur parle, on leur demande avis, on les consulte dans leur temple et ils habitent le cœur de chacun. Et je peux vous dire, ça a même résisté au maoïsme et à la révolution culturelle. C'est très étrange cela. Alors, qui sont ces saints patrons? Le premier est un personnage, en fait, je dirais, historique, que l'on connaît sous le nom de duc de Zhou. Ce duc de Zhou est en fait un de ces valeureux guerriers, mais aussi humanistes, érudits et philosophes, qui, en 1100 avant Jésus-Christ, a réussi à abattre la fameuse et terrible dynastie esclavagiste des Shang, une dynastie qui régnait par la terreur et par l'horreur. Le duc de Zhou a réussi donc à abattre la dynastie de Shang, à substituer une nouvelle royauté qui, comme par hasard, est devenue la royauté de Zhou. Et il est surtout celui qui a écrit, celui qui a rédigé et celui qui a fait appliquer le premier code de ce qu'on pourrait appeler l'honnête homme en Chine. Il a fait un code de législation où pour la première fois les notions d'humanisme, de droit, les notions d'existence même, étaient prononcées. Et donc, ce personnage absolument extraordinaire, ce premier législateur qui est un peu le Solon de la Chine, personne ne l'a oublié. À Tufu moins que nulle part ailleurs, puisque c'était sa résidence, et il y a à Tufu un temple de ce duc de Zhou, qui est pourtant mort il y a de cela 3100 ans. Il demeure encore aujourd'hui vivant. Le deuxième saint patron de la ville de Tufu n'est pas duc, il est empereur. C'est l'empereur Shao Hao. Alors ce Shao Hao, c'est pas il y a 2000 ans, c'est pas il y a 3000 ans, c'est il y a des millions d'années. Alors, ça nous ramène au premier jour de la création et du monde. En Chine, vous le savez, je pense, il y a bien entendu, comme chez nous, 4 points cardinaux qui s'appellent le nord, le sud, l'est et l'ouest. Mais parce que nous sommes en Chine et parce que nous sommes en Orient, il y a un 5e point cardinal que nous avons oublié, ce qui nous amenait à être des gens faibles. Le point cardinal complémentaire des orientaux, indiens comme chinois, c'est le centre. Il y a le point du centre, puis 4 points cardinaux. Si je vous dis cela, c'est que, selon la cosmogonie chinoise, il y a eu, à l'origine de toute chose, 5 empereurs qui se sont installés aux 5 points cardinaux. Alors, il y a eu 5 empereurs, et l'empereur du centre, le plus important, c'est celui qu'on cite toujours, c'est Huangdi, l'empereur jaune, le père de toute la Chine, le père de tous les Chinois, le père de toutes les vertus, il est au centre. Et Huangdi a eu 4 fils. Et l'un de ces 4 fils, c'est notre Shao Hao, empereur de l'Est. Il occupe le point de l'Est. Et on raconte, la tradition raconte, que Shao Hao a bien voulu mourir à Tufu, qui était son lieu de résidence préféré. Et du coup, on a construit le tombeau de cet empereur mort il y a des millions d'années, en la ville de Tufu. Donc j'espère simplement vous rendre sensible à ceci, que dans le cœur des habitants de Tufu, il y a d'abord ce duc mort il y a des milliers d'années, mais qui a un peu chance d'avoir existé, puis cet empereur mort il y a des millions d'années, qui n'a naturellement, selon le pragmatisme historique, aucune chance d'avoir existé, mais tous deux déjà ont une existence absolue, tous deux vivent vraiment dans le cœur de Tufu. Quant au troisième, c'est des millions d'années. Ce troisième, il s'appelle Taishan. Et il est tellement vieux qu'il n'a plus forme humaine. Il s'est tellement érodé dans le temps qu'il n'a plus forme quelconque. Il n'est plus qu'un roc, il n'est plus qu'une montagne. C'est le pic de l'Est. Alors, pour nous, une montagne, c'est une montagne. Mais en Chine, une montagne est une entité qui est plus présente peut-être qu'un humain. Et il faut que vous sachiez que dans les 5 montagnes sacrées de la Chine, le Taishan est la plus importante. La plus importante. Parce que, selon les Chinois,
Ce Taishan, que l'on n'appelle jamais montagne, mais Auguste empereur de montagne, est particulièrement adoré parmi les montagnes sacrées parce que, étant à l'est, les Chinois lui attribuent le pouvoir de dispenser les souffles vivifiants qui permettent aux cultures de croître, aux hommes de pousser droit, bref, à la vie de s'épanouir. Le Taishan est celui qui souffle le yang. Tout le monde connaît quand même, je ne vais pas me lancer là-dedans, la notion de yin et de yang. Le souffle positif de yang vient du Taishan. Donc de toutes ces montagnes empereurs, de ces 5 montagnes empereurs de la Chine, la plus auguste de toutes, c'est le Taishan. C'est pour ça qu'il a eu ces nominations impériales extraordinaires. Et il faut que vous vous rendiez compte qu'aujourd'hui, encore, toute révolution culturelle passée, soufflée, gommée, on voit à nouveau les pèlerins monter le Taishan. Monter derrière les souffles vivifiants du yang, c'est un petit peu se mettre à respirer le vrai air de la Chine. Cela est en train de renaître et c'est très émouvant. Et comme le Taishan pousse son ombre exactement sur Qufu, c'est à Qufu qu'en fait est particulièrement révéré ce Taishan. Donc, à Qufu, on a eu, à l'époque de Confucius, et on a encore jusqu'à un certain point maintenant, cette certitude que dans la boue de la ville, il y a le duc de Zhou, l'empereur Shaohao et l'auguste empereur des empereurs, Taishan. Et tout cela va vous faire comprendre mieux tout à l'heure Confucius. Je vous ai dit d'abord duc de Zhou. Le duc de Zhou nous oblige bien à croire que 1100 ans avant Jésus-Christ, Qufu existait déjà. Alors, il ne reste rien de cette époque-là. Les archéologues chinois se sont donc mis à chercher. Et à 6 km du centre de la ville de Qufu, en plein dans les cultures, on a découvert les restes de la ville de l'époque de Zhou. Vous devez essayer d'imaginer que dans ces sillons-là, il y a une des plus vieilles cités de la Chine, la grande capitale du duc de Zhou. Et à côté de ces ruines, un beau mur d'enceinte protège un admirable parc au sein duquel il y a un splendide temple. Voilà le temple à la mémoire du duc de Zhou, le plus proche et je dirais presque le plus humain des patrons de la ville de Qufu. Ce temple a été fondé, dit-on, à l'époque des royaumes combattants, mais dans l'état actuel, avec ce qu'il y a eu d'incendie, ce qu'il y a eu de tremblements de terre, ce qu'il y a eu de guerre, ce qu'il y a eu de pillage, ce qu'il y a eu d'errance dans le mandat du ciel, à l'heure actuelle, le temple est surtout de la dynastie de Qing, bien entendu, avec une grande perspective axiale qui mène jusqu'au temple à proprement parler, avec l'inévitable brûle-parfum des grandes consultations augurales. On approche du sanctuaire, c'est-à-dire du pavillon que vous venez de voir et qui contient la statue du duc à laquelle on rend hommage, et dans cette architecture qui est, je dirais, jolie mais sans plus, Qing de la fin, jolie mais sans plus, tout d'un coup, l'œil est arrêté par d'admirables colonnes de granit taillé, dont on découvre tout de suite par la beauté même du travail qu'elles ne sont pas Qing, elles sont bien antérieures, elles datent de la dynastie de Song, elles sont un cadeau du 2e empereur de Song à la sagesse du duc de Zhou. Les uns nous montrent l'image du dragon dans le ciel, les autres en alternance l'image du phénix dans le ciel. Et je vous rappelle que phénix et dragon représentent les entités féminines et masculines, donc si vous voulez aussi la notion de yin et de yang conjuguée, tendant à montrer par l'iconographie même de ces colonnes que le duc de Zhou possède les 2 souffles de yin et de yang, et qu'il est donc le sage parfait. Les colonnes dites mineures, les latérales, sont ornées, elles, de splendides bouquets de fleurs et représentations de fruits que l'on appelle auspicieuses, chrysanthèmes, pivoine, notamment ici la chrysanthème d'éternité, dont vous voyez un détail. Ces sculptures que vous avez sous les yeux ont donc 1100 ans aujourd'hui. Et à l'intérieur du temple, eh bien, on découvre la statue du duc de Zhou. La voilà. J'aimerais simplement que vous réalisiez, elle est formidablement émouvante, et écoutez bien parce que ça en vaut la peine. À l'époque de la révolution culturelle, la statue originale a été naturellement détruite sur ordre, et il y a de cela 1 année et demie, la ville de Qufu a obtenu des autorités le droit de remettre une statue du duc de Zhou. La statue que vous avez là a donc 1 année et demie, mais elle est extraordinaire parce qu'elle montre bien que quelque chose est en train de s'exorciser là-bas,
dans ce pays qu'on dit si immobile, quelque chose est en train de s'exorciser, et au fond, une authenticité de racine historique est en train de renaître. Même si la statue n'est pas bien belle, le duc de Zhou recommence à ouvrir les yeux, et peut-être que ça va nous amener lentement mais sûrement à une nouvelle Chine. Fini pour le duc de Zhou, nous passons au deuxième patron, c'est donc Shao Hao. Nous sommes toujours à Tsufu, bien entendu, toujours aux portes de la ville, et dans une enceinte et dans un parc aussi beau que ce que vous avez découvert tout à l'heure, on découvre un monument extraordinaire. Ce monument extraordinaire est donc le tombeau, mais bien entendu mythique, cela va de soi, de l'empereur des empereurs, le fils de l'empereur jaune, Shao Hao, qu'on appelle l'empereur blanc. Un empereur qui nous ramène donc à la Genèse, et même je dirais au premier jour de la Genèse. Et pour que cet empereur ait un tombeau digne de lui, les empereurs terrestres, cette fois-ci, les empereurs des dynasties historiques qui se sont succédés, ont cherché à trouver une forme qui soit aussi immémoriale que possible. Une forme qui ne puisse être marquée ni par les modes, ni par les civilisations, mais une forme qui, au fond, les ramène à l'origine des temps. Et comme par hasard, cette forme, c'est la pyramide. Alors on a ceci d'absolument extraordinaire, en pleine Chine et en plein Tsufu, de voir se dresser une pyramide de marbre blanc, vous l'avez devant vous, qui a été en fait élevée par le deuxième empereur de la dynastie de Song. Alors naturellement, c'est de loin pas aussi grand que Khéops, Képhren et Mykérinos, mais avouez que c'est extraordinaire de se dire que deux civilisations complètement étrangères, en des périodes complètement étrangères, l'une en 2400 avant Jésus-Christ, l'autre en 1100 après Jésus-Christ, sans contact possible, ont trouvé une même forme pour exprimer l'immortel, l'immuable, l'inchangeable. L'une donc pour matérialiser ses rois morts, l'égyptienne, l'autre pour matérialiser ses empereurs mythiques, la chinoise, ont réinventé la pyramide. Et vous avez devant vous la seule pyramide existant en terre de Chine. Voilà donc ce qui marque, si vous le voulez, le tombeau mythique du mythique empereur Shao Hao, fils de l'empereur jaune. Quant au troisième père de Tsufu, c'est celui qui n'a plus ni forme ni nom véritable, l'empereur des empereurs, le Taishan. Et voilà devant vous cette montagne du Taishan, le pic de l'Est, le pic des souffles de Yang, mais aussi, il faut s'en souvenir, le pic vers lequel nous irons tous après notre mort, puisque, et là encore, regardez comme la croyance rejoint celle des Égyptiens de l'Antiquité, une fois mort, notre âme se séparera de notre corps et rejoindra l'Est, donc rejoindra le Taishan, et rejoindra ce séjour au sommet duquel il y a l'au-delà à proprement parler. Alors voilà cette montagne. Et bien entendu, au pied de cette montagne, on a construit un temple. Il était déjà en place à l'époque des royaumes combattants, donc au VIe siècle avant Jésus-Christ. Confucius l'a connu, le temple que vous l'avez sous les yeux. Mais comme tous ces temples très sacrés de la très sacrée Chine, chaque dynastie l'ayant embelli, aujourd'hui c'est un temple plus Ming et Qing, à proprement parler ancien. Il est tout de même bien assez beau pour que nous y pénétrions. Alors c'est une série d'enceintes ouvrant sur une série de jardins, comme il se doit pour un lieu au fond très animiste, c'est une montagne sous forme impériale, une série de jardins que vous découvrez donc maintenant, et qui amène en ligne droite et en axe parfait jusqu'à une sorte de naos que vous voyez s'ouvrir ici, avec toujours, bien entendu, les brûle-parfums propitiatoires dans l'axe même du temple. Et dans ce naos, il y a un véritable trésor, ce sont des peintures murales qui racontent les jours où, venus de la très lointaine Chine, venus des très lointaines provinces, les empereurs historiques sont venus rendre hommage à ce père des pères qu'est le Taishan. Nous apprenons en effet que dans leur grande piété, certains empereurs sont venus, ont gravi à pied le Taishan pour se mettre en contact avec Taishan, l'empereur des empereurs, et pour en quelque sorte tirer sa force cosmogonique et se la rendre un peu leur, si vous le voulez. On sait que l'empereur Qin Shi Huangdi y est monté. On sait que le 7e empereur de Tang y est monté. On sait surtout que le 2e empereur de Song y est monté pour la dernière fois de l'histoire de la Chine en l'an 1004. Eh bien, c'est en l'an 1004 qu'ont été faites ces peintures qui racontent tout le formidable cortège de la cour quittant
le temple Taishan que vous avez là, grimpant à la montagne pour rendre hommage, en fait, aux vertus de yin et de yang. Pour vous prouver l'ancienneté du temple, car je ne peux pas vous en montrer plus, je dirais, pour vous montrer l'ancienneté du temple, je vous ramène au jardin. Dans le jardin, et comme souvent dans la culture chinoise, il y a des arbres. Et certains de ces arbres sont très vieux. Et souvent, une étiquette nous dit, cet arbre a 2000 ans, 2700 ans, 3000 ans, allez, tenez. Et au temple Taishan, il y a les plus vieux arbres connus en Chine, tel ce cyprès à qui la tradition attribue 2700 ans de vie. J'aimerais simplement que vous remarquiez qu'il est vivant, on le voit très bien. Et lorsqu'on le regarde de près, dans le jeu de son écorce, il y a quelque chose qui rappelle tellement le coup d'une tortue, quelque chose qui rappelle tellement l'immémorial plissement du temps qu'on en est saisi, et croyez-moi, on croit très rapidement aux 2700 ans d'existence des arbres du Taishan. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à côté de cet arbre auguste, il y a une stèle, la voilà, vous la voyez sous vos yeux. Et cette stèle, qui a été exposée à vents et marées, et donc qui est fort tachée de nos jours, porte tout simplement l'arbre que vous venez de voir en photo, le même, c'est celui-là. Cette stèle date pourtant d'il y a 1400 ans, elle a été taillée sous les Tang. Donc c'est à travers leur tronc qu'on va découvrir, une fois de plus, le vrai Dieu de ce temple, voilà, le mont Taishan. Et je vous propose que nous y montions un peu. Depuis des milliers d'années, depuis bien avant Qin Shi Huangdi, depuis avant la dynastie même des Zhou, depuis le début de l'histoire de la Chine, on monte au Taishan. Y être monté, c'est avoir eu ce privilège d'être en contact avec le ciel, car au sommet du Taishan, il y a le sacré du sacré, la porte du ciel, la seule porte qui vous sépare de l'indicible, la seule porte qui vous sépare de l'éternité. Et le gardien de la porte du ciel, c'est Taishan lui-même. Donc aujourd'hui, comme il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans peut-être, nous allons grimper le Taishan dans un paysage extraordinaire, parce que même si on le découvre pour la première fois, on a l'impression de l'avoir toujours vu. Et cela pour une raison bien simple. Comme toujours en Chine, la montée du Taishan, qui est une montée d'escaliers, milliers et milliers d'escaliers, la montée est ponctuée de terrasses. Et à ces terrasses correspondent des points de vue célébrés par les poètes et par les peintres depuis des siècles et des siècles. Ce pain-là, vous l'avez déjà vu 100 000 fois, parce que vous l'avez vu dans les peintures de l'époque de Qing, dans l'époque de Ming, de l'époque de Song, et même avant. C'est un de ces arbres que l'on peint depuis des milliers d'années. Les poètes l'ont chanté, les musiciens l'ont évoqué. Eh bien, c'est un de ces arrêts obligatoires, en quelque sorte, qui vous permettent de monter jusqu'à la porte du ciel. Et plus on monte sur le Taishan, plus on se perd dans la brume et dans les nuages, et plus on a l'impression d'être dans une peinture classique chinoise. On appelait Taishan le grand rassembleur des nuages. Et c'est fou ce que l'expression est vraie, car plus on monte, plus en fait la vue se restreint, et plus le paysage devient, au sens le plus propre du terme, chinois. On découvre toutes les vertus de la peinture chinoise, exaltées par cette nature du Taishan, qui est miraculeusement belle. Et quand on arrive au sommet, c'est tout juste si on voit les premiers arbres, vraiment ce que l'on a sous le nez. On découvre seulement cela sur un fond qui rappelle celui des peintures au lavis, telle qu'elle se perpétue aujourd'hui, en Chine encore un peu, au Japon surtout. Et quand on regarde de très très près, on découvre une chose très émouvante. Vous devez le voir, ça ce sont des arbustes. Et vous remarquerez qu'ils ont des fruits, mais que ces fruits sont des pierres. Comme si les arbustes faisaient pousser des pierres. Eh bien oui, parce que depuis des milliers d'années, on sait qu'un jour, notre âme ira se perdre à ce sommet du Taishan. Donc les pèlerins et les gens pieux tiennent à monter de leur vivant et ils se placent un ex voto à l'endroit où ils rêvent d'habiter pour l'éternité. C'est un peu le perchoir de leurs âmes que toutes les pierres que vous avez sur ces arbustes. Et c'est une des coutumes les plus émouvantes, je trouve, que l'on puisse connaître en terre de Chine. Et lorsque les nuages se dispersent un peu, alors on découvre les ultimes pierres du sommet du Taishan et on est assez stupéfait de voir qu'elles sont couvertes d'inscriptions. Et là aussi, c'est comme les plissements du cou de la tortue tout à l'heure. Ces inscriptions vous racontent ce qu'il y a 100 ans, 500 ans, 1000 ans, 1500 ans, 2000 ans, les augustes visiteurs ont pu ressentir au sommet de cette montagne. Ils ont utilisé, en fait, la pierre de la montagne pour raconter leur émotion et en même temps leur révérence. De grands empereurs, de grands politiques, de grands penseurs, de grands poètes aussi ont indiqué ici leur impression.
à côté d'une inscription Song, une Ming, et au milieu de tout cela, la plus belle d'entre toutes, du moins c'est les Chinois qui le disent, celle de ce très grand poète qu'a été le président Mao. Un très beau poème de Mao qui était gravé entre deux écrits d'empereurs, Tang et Song en l'occurrence. Donc vraiment, c'est tout le cœur de l'émotion chinoise qui palpite à ces derniers contreforts du mont Taishan. Et assis, véritablement assis sur ces stèles, il y a le monastère qu'on ne voit quasiment jamais. On devine plutôt qu'autre chose ces maisons dans une espèce d'ambiance vraiment très fantomatique et très étrange, et au cœur de ce monastère, le sacré du sacré, c'est la porte du ciel, celle dont personne ne s'approche jamais, celle que personne n'osera traverser jamais, car au-delà de cette porte, il y a l'indicible. Eh bien, je crois qu'en vous faisant gravir le Taishan, en voyant ce paysage s'opacifier, en voyant ce monastère fantôme apparaître et en voyant cette porte que l'on devine plutôt qu'on ne la sent vraiment, je vous ai fait pénétrer dans ce qu'il y a peut-être de plus à la fois poétique et mystérieux dans toute la civilisation de la Chine. Et ça, croyez-moi, quand on monte sur le Taishan, on le sent infiniment fort. Alors, si maintenant nous revenons à Qufu, et que vous pensez que dans le cœur de tous les habitants de Qufu, il y a la mémoire du duc de Qiu, et cette authenticité humaine du législateur qui était la sienne, la mémoire de Shaohao, c'est-à-dire la naissance du monde, et plus loin encore la mémoire de Taishan, c'est-à-dire au-delà de la naissance du monde, le passage à l'immortalité, vous vous rendrez compte que vraiment, Qufu est une ville totalement exceptionnelle et totalement étrange. Confucius étant un fils de Qufu, je n'ai plus qu'à parler de lui maintenant, mais je peux en parler brièvement parce que je pense vous avez déjà un petit peu quelque chose de son profil, quelque chose un peu de sa personnalité qui vous est devenu familier. Il a dans ses gènes le duc de Zhou, l'empereur Shaohao et le Taishan. Et ça, on le lui a inculqué tout petit. Et tout homme de Qufu a cette espèce de fibre infiniment plus palpitante et plus riche que la nôtre en particulier, et même que celle du reste de la Chine. Ce qui fait que je n'ai plus qu'à vous parler de Confucius, c'est vite vu. Je vous rappelle que Confucius ne s'est jamais appelé Confucius, vous le savez je pense, il s'appelait Kong Kieu. Kong c'est le nom de famille, Kieu c'est le prénom. Cela veut dire celui qui a la tête comme un tertre. Kieu c'est tertre. En fait, c'est son nom, je dis bien, de passeport. En famille, on l'appelait Kong, là on garde le nom de famille, Chong-ni, ce qui veut dire ni le cadet. Ah, c'est intéressant parce que là, on montre bien, il était le petit dernier de la famille de son père. Donc, Chong-ni, c'est son nom familier. Mais on ne l'appelle plus que de son troisième nom, on l'appelle Kong-fu-tse, ce qui veut dire Kong, le maître parfait, Kong, le maître révéré. Et c'est de Kong-fu-tse, imprononçable pour les langues occidentales, que les jésuites ont tiré Confucius, Kong-fu-tse. C'est donc le nom qu'il a eu dans les dernières années de sa vie et même plus vraisemblablement après sa mort. C'est un nom posthume, le maître parfait, le maître vénéré. Donc, nous allons parler de Kong Kieu, Kong Chong-ni ou Kong Fu-tse, à choix, c'est le même personnage de toute façon. Sa biographie, n'ayez pas peur, sera pas longue. Je l'évoque très rapidement parce que je pense que c'est quand même quelque chose de connu, je dirais. Je vous apprends, ou vous savez déjà qu'il est mort en 479 avant Jésus-Christ, au terme d'un laps de temps de vie qui est celui d'un sage normal, je dirais, juste un peu avant 80 ans. Donc ça nous donne 551-479 avant Jésus-Christ. Et ça, c'est quand même vertigineux, parce que j'ai toujours défendu cette thèse complètement indéfendable, mais ça fait rien, c'est les meilleurs, comme chacun sait, qu'il y a vraiment des moments privilégiés où naissent et apparaissent comme ça, dans le monde, des êtres privilégiés. Et les dates 551-479, mais ça doit en faire vibrer plus qu'un d'entre vous, c'est exactement les dates du Bouddha, contemporain de Confucius, quasiment à l'an près. C'est exactement les dates de Mahavira, le fondateur du jaïnisme, à l'an près ou à peu de choses près. C'est exactement les dates de Pythagore, l'un de ceux qui a fondé notre conscience occidentale et lui a donné, je dirais, son orientation définitive. Et il est même le contemporain d'un dernier que j'ai gardé pour la bonne bouche, c'est le deuxième grand chinois, Lao Tse. Lao Tse a vécu exactement à la même époque, et on prétend même qu'un jour, alors ça a dû être une soirée, Confucius a rencontré Lao Tse. Chacun des confucianistes et des taoïstes dit que naturellement c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais néanmoins, on a imaginé cette rencontre, et ça a dû être quelque chose d'extraordinaire. Il est né
avec la conscience d'être d'une des meilleures races qui soit, puisque les Kong, nom de famille, descendent des rois de Shang. Mais c'est une race qui a eu des aléas. On lui a fait faire d'admirables études, surtout admirables parce qu'il a collé à ses études. Je veux dire, il a adoré l'étude, il connaissait l'histoire, il connaissait les rites, il connaissait la tradition. C'était un scolastique incroyable que ce très jeune homme. Puis le reste, c'est un peu décevant, je dois vous dire, parce que il s'est marié très très tôt avec une bonne dame qui l'a jamais rendu heureux, qui lui a donné des enfants qui ont tous été des médiocres. Il est entré au service du duc de Lu, il a eu un emploi complètement subalterne, ça l'a vexé à mort, alors il a quitté Lu et puis il est allé à travers le monde chercher un prince digne de lui. Inutile de vous dire qu'il ne l'a jamais trouvé, alors il est revenu à Lu et puis on lui a donné un poste un peu mieux, puis il s'est dit quand même c'était trop bête, alors il est reparti, et puis pour finir il est revenu, puis il a enseigné, puis il est mort. Vu comme ça, la vie de Confucius est terriblement décevante. Mais le fait est que plus on l'approche, et plus on la regarde de près, plus on l'étudie, et plus on se rend compte que c'est formidablement vrai. Confucius a passé sa vie à avoir la certitude que l'amas des connaissances qui était le sien pouvait lui permettre de créer une Chine immense. Il a passé sa vie à essayer de trouver le monarque pour lequel il pourrait créer cette Chine immense. Il a passé sa vie à ne pas le trouver. Et donc à finir par enseigner à des disciples qui le vénéraient littéralement, un enseignement qui compte certainement parmi les tout grands enseignements de l'histoire de l'humanité. Tout cela sous un abricotier à Chufu. Cet homme qui était fait pour faire le monde a en fait créé un lieu à penser autour d'un abricotier et qui a certainement été un des lieux les plus vibrants qui soient. Vous savez bien entendu que l'œuvre de Confucius, telle que ses disciples l'ont immortalisée, est énorme. On lui doit un canon des chants, un canon des musiques, un canon des rites, un canon des traditions. Et quand on sait ce que chacun de ces domaines recouvre, vous vous rendez compte un peu. On lui doit la chronique de l'histoire des printemps et des automnes. On lui doit une foule de choses. Et lorsqu'on trie là-dedans, et les néo-confucianistes d'aujourd'hui le font, on retient de moins en moins d'écrits, la plupart sont certainement tardifs et apocryphes en fait, et ce que l'on retient de plus authentique de Confucius, c'est ce qu'il y a de plus déconcertant dans son œuvre, c'est ce qu'on appelle les Luan Yu, c'est-à-dire les entretiens familiers, c'est-à-dire des propos comme ça, un peu à l'emporte-pièce, qui lentement mais sûrement recréent complètement la pensée confucéenne. Et je dois dire que plutôt que n'importe quel des écrits, plus ou moins sûrement pas de Confucius, il vaut mieux lire ce Luan Yu, qui est d'un enseignement extraordinaire. Alors qu'est-ce que c'était que ce fameux enseignement? Ce à quoi prétendait Confucius, c'était d'éveiller en celui qui recevait son enseignement un certain nombre de vertus fondamentales qui permettaient à ce disciple, à cet auditeur, de devenir ce que Confucius appelait Jun-tsu. Jun-tsu. C'est complètement intraduisible, mais on y approche par approximation. Je dirais, lorsque Socrate et Platon ont parlé de kalos kagatos, beau et bon, c'est très très près de cette notion-là. C'est une notion donc de perfection qui est aussi bien de l'ici-bas que de l'au-delà, du matériel que du spirituel. C'est une complétude de vertus dont la pratique de l'une amène à l'exaltation de l'autre. Ça, c'est Jun-tsu. Donc je dirais, on peut traduire par kalos kagatos. On peut traduire par honnête homme, au sens du XVIIe siècle français, qui est dur à porter. On peut traduire par gentleman, au sens de l'anglais du XVIIIe siècle, qui est aussi dur à porter. Alors je dirais, c'est ça le Jun-tsu. Donc, Confucius n'a jamais rêvé de transcender les gens en leur faisant faire des miracles et en leur faisant devenir des parts cosmiques. Il a prétendu les éveiller à une connaissance des lois de l'univers, que chacun puisse comprendre en soi de façon à les réveiller en soi et à les exalter en soi. Et cet accord avec les grands principes de l'univers vous rende honnête homme, ou si vous préférez, Jun-tsu. Si j'avais le temps, mais je sais que je ne l'ai pas, je vous parlerai des 5 vertus qu'il faut savoir éveiller. Sachez quand même, elles sont déconcertantes, que c'est l'urbanité, l'équité, la connaissance des traditions, et la 4e seulement, l'intelligence, c'est rassurant, et la dernière, la loyauté. Vous n'avez pas besoin de retenir, j'entends de toute façon, vous retenez ce que vous voulez, c'est une évidence, mais j'aimerais simplement vous faire remarquer que chez nous occidentaux, où l'intelligence est toujours la première des vertus, chez Confucius n'est que la 4e et l'avant-dernière. Et vous aurez remarqué, la connaissance des rites et l'observance des rites vient parmi les premières. Et Confucius a toujours dit, celui qui connaît les rites
cet homme-là se connaîtra lui-même. Et c'est très important. Alors, pour synthétiser, j'aimerais juste vous citer parmi les milliers et les milliers et les milliers de phrases des entretiens familiers, une que j'aime tout particulièrement parce que je trouve qu'elle serait à méditer en ces années-ci. C'est la description d'un homme, et il dit tout simplement ceci. Plus de vertus naïves que de bonnes manières, tu es un rustre. Plus de bonnes manières que de vertus naïves, tu es un cuistre. Autant de bonnes manières que de vertus naïves, voici enfin l'homme de qualité. Je trouve assez beau. Cela étant, nous allons maintenant voir les lieux tels que cet homme qui est un peu la Chine en soi a pu les faire passer à travers les millénaires. D'abord, je voulais vous emmener découvrir Confucius à travers le plus célèbre de tous ces temples. C'est le temple qui a été érigé pour lui en la ville de Xi'an. Aujourd'hui, ce temple de Confucius n'est plus un temple de Confucius, révolution culturelle aidant, c'est le musée archéologique. Mais quand même, dans la succession axiale de ces pavillons, entrecoupés de stèles qui commémorent les écrits de Confucius, on retrouve la lettre et l'esprit du grand maître. Et si je vous ai amené dans ce temple, c'est qu'on garde tout au fond, une stèle qui comporte le plus ancien portrait connu de Confucius. C'est un portrait fait dans les premières années de la dynastie de Tang au 7e siècle. Voilà donc devant vous ce père de la pensée chinoise dans, je n'ose pas dire le plus authentique de ses portraits, mais au moins le plus vénérable de ses portraits. Cela dit, nous arrivons maintenant alors là où il a vécu, là où il a enseigné. Nous revoici à Qufu de nouveau et nous allons visiter d'abord le temple de Qufu, ce fameux temple construit par l'empereur Suidi ou Wendi si vous le voulez. Une énorme enceinte, car il faut dire énorme, abrite un périmètre sacré de 210 000 mètres carrés, abritant 644 pavillons, chambres et appartements, dédiés à la seule mémoire de Confucius. Et pour y entrer, on passe un mur d'enceinte, vous venez de le voir, on passe des douves comme chez un empereur, souvenez-vous de la cité interdite, par-dessus on fait une sorte de canal artificiel, on passe des portes, là encore comme à la cité interdite, et vraiment ce temple est une sorte de cité interdite, une sorte d'énorme palais impérial, et ces portes nous amènent dans un parc que vous devinez déjà, mais qui est comme le parc du Taishan, un des plus beaux de la Chine. Et on raconte qu'il y a 6666 arbres dans le parc du temple de Confucius, dont beaucoup ont 2000 ans, et ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous le faire croire, vous voyez, avec ces merveilleuses branches complètement, semble-t-il, pétrifiées par le temps. Le temple lui-même est au fond caché, je dirais, par une énorme cour dans laquelle se trouvent 13 pavillons, qui abritent plus de 600 stèles. Ces 600 stèles, ce sont les écrits louangeurs, les écrits respectueux, en même temps que les esprits parfois très familiers, que les grands cerveaux de la Chine et surtout que les empereurs ont dédicacé à la mémoire du sage des sages. Autrement dit, c'est toute la littérature qui emblématise la grandeur de Confucius. Et à l'intérieur donc de ces 13 pavillons, des stèles et des stèles et des stèles encore, remontant pour certaines à avant Jésus-Christ, marquent bien la ferveur de toute la civilisation de la Chine jusqu'à aujourd'hui pour la mémoire du grand Confucius. À l'abri de cette série de 13 pavillons, de nouveau le parc, et lorsque les arbres du parc s'écartent un petit peu, on voit apparaître un magnifique toit de tuiles jaunes, et vous êtes enfin au cœur du temple. Donc après l'enceinte, après les douves, après les portes, après le parc, après les gardiens, après les pavillons de stèles, enfin, voilà le cœur du temple. Le cœur du temple qui est un tout petit bâtiment à 2 étages de toiture, et ce lieu-là a été construit par l'empereur Suidi, reconstruit ensuite plus tard au cours des dynasties bien sûr, là où s'était élevé l'abricotier sous lequel Confucius a enseigné à ses disciples. Donc vous êtes exactement au lieu où Confucius a dispensé son enseignement. Et cela est rappelé par une sorte de panneau à 2 idéogrammes qui évoquent le nom du maître parfait qui a été Confucius et qui évoque surtout cet abricotier sous lequel il a enseigné. Alors voilà donc le cœur du temple.
Mais derrière ce cœur du temple, il y a encore des bâtiments et des bâtiments et des bâtiments. Là où on a gardé le chariot du maître, ce qu'il utilisait pendant ses voyages, les instruments de musique dont il aimait entendre jouer, les écrits qui avaient pu être conservés. Au cours des siècles, ce trésor phénoménal, ce trésor, je dirais, biographique, a disparu. Il ne reste plus rien d'original, mais les bâtiments, eux, subsistent avec leur extraordinaire grandeur. Vous voyez, c'est à la dimension, je l'ai dit tout à l'heure, de la cité interdite de Pékin, ces espèces d'immenses perspectives à perte de vue. Et dans les chambres, nous allons voir de véritables trésors. Nous ne sommes plus, les Chinois ont bien voulu le montrer, dans le monde tangible, c'est plus l'ici-bas. Donc, on ne marche plus sur de la pierre. Remarquez qu'on marche sur des nuages. Le temple de Confucius est construit sur les nuages. Il est construit sur le ciel où flottent les dragons. Donc, toute l'iconographie de cette partie arrière du temple n'est faite que de nuages et de dragons pour montrer qu'on est bien au-delà et bien au-dessus des contingences strictement terrestres. Même quand on arrive au dernier pavillon et le plus sacré, les colonnes ne sont plus des colonnes de pierre, c'est des colonnes de nuages et de dragons, comme vous le voyez. Donc vraiment, on nous plonge, et l'architecture elle-même nous plonge au cœur même du mythe. Car en effet, nous sommes à la porte de ce qu'il y a de plus important, la salle des salles, sur laquelle ont été gravés sur des dalles de basalte l'enseignement même du maître. Ce que vous avez devant vous, c'est toute la série des grandes stèles horizontales sur lesquelles l'essentiel des grands écrits de Confucius ont été écrits. Alors ce sont des pierres d'un gris très clair, mais qui sont devenues complètement noires, et je dirais au-delà du noir, tellement au cours des milliers d'années on les a ancrées pour les reproduire et les estamper. Donc, nourries littéralement d'encre, elles ont aujourd'hui une résonance à l'œil qui est pour ainsi dire métallique. Et disons que pour un Chinois, il est évident que ceci, cette version qui est la plus originale, cette version qui est la plus vraie, je dirais, parce qu'elle est si proche du maître, elle est nourrie, je dirais, de sa sève même, cette version des écrits de Confucius est plus sacrée que n'importe quoi. Et c'est autour de cette salle des écrits que, dans d'admirables bâtiments, entourant, je dirais, protégeant même cette salle des écrits, on a au siècle des siècles déposé les offrandes et les offrandes et les offrandes que empereurs, grands nobles, féodaux, poètes, philosophes ont voulu donner. Le poète donnait un poème, le musicien donnait son instrument de musique, l'empereur donnait de l'or, chacun à sa manière. Ce trésor au cours des siècles a été pillé, il ne reste rien qu'un trésor encore plus fabuleux, c'est-à-dire une collection de pierres gravées montrant la ferveur de grands seigneurs ou d'empereurs, depuis l'époque de Han jusqu'à la dernière impératrice douairière de Qing, la fameuse impératrice Tse. C'est une histoire de la dalle sculptée qui est absolument phénoménale. Alors, pour simplement que vous vous en rendiez compte, j'ai amené quelques exemples d'une dalle de tigre remontant à la période de printemps et automne, 6e siècle avant Jésus-Christ, mais surtout une magnifique dalle de l'époque de Han, une des plus belles que j'ai jamais vues. Eh bien, elle est là, posée parmi des milliers d'autres, dans cette salle des ex-voto du temple de Confucius, et nous montre un empereur de Han, non nommé, avec sa cour, s'arrêtant avant de pénétrer dans le temple de Confucius, et un peu plus loin, ce même empereur offrant ce sacrifice qui plaisait plus que n'importe quoi à l'âme de Confucius, la musique et la danse dont il était fort épris. Alors voilà les images de musiciens et surtout cette très très belle image de danseurs dansant pour le maître parfait. Et autre dalle de Han, également cadeau, c'est très joli je trouve, c'est tous les animaux de la création, l'ours et la chimère en l'occurrence, venant rendre hommage au maître en dansant. Et regardez comme c'est émouvant, au fond, au-delà de toutes les latitudes, Confucius rejoint exactement le mythe d'Orphée. On disait aussi d'Orphée que tous les animaux, même les ennemis irréductibles, se retrouvaient à la magie de sa voix. Eh bien, à Tufu, on dit tous les animaux, même les plus ennemis, se retrouvaient à la lumière de sa sagesse. Et c'est ce qui est montré. Même les poissons, regardez, même les poissons venaient rendre hommage au maître parfait qu'était Confucius. Et Confucius en récompense ses fidèles puisqu'il leur offre le joyau de la sagesse. Je crois que c'est la dernière dalle que je voulais vous montrer, de l'époque de Han toujours, c'est le don du joyau de la sagesse donné aux fidèles qui a su écouter l'enseignement. Donc, dans ce temple de Confucius, outre, je dirais, la majesté des lieux, il y a vraiment de véritables trésors artistiques et épigraphiques qui sont encore très méconnus.
Mais Tufu n'a pas que cela à vous montrer. Nous sommes au bout du temple, nous sommes sortis même de ce temple-ci, mais le vrai pèlerin a encore d'autres lieux à voir. Et l'un des lieux les plus importants, je dirais c'est très chinois, c'est la maison dans laquelle est né Confucius, la maison natale. Alors cette maison natale, bien sûr elle existe. Alors il faut que vous sachiez ceci, les descendants de Confucius ont reçu des empereurs, dynastie après dynastie, siècle après siècle, une sorte de mission, celle de défendre et d'illustrer, donc celle de continuer la tradition du maître parfait. Donc, à Tufu, tous ceux qui portent le nom de Kong appartiennent, si vous le voulez, à la descendance de Confucius et ont la mission de garder la pureté de son héritage et de transmettre cette pureté d'héritage. Et l'aîné des Kong, dynastie après dynastie, génération après génération, a le titre impérial de duc et l'épithète de Yangsheng, celui qui poursuit la tradition. Kong, duc Yangsheng, est donc le titre de l'aîné des Kong, génération après génération, depuis l'époque de Confucius jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore vivant quelque part un 77e descendant de Confucius qui habite cette maison et a la responsabilité de la tenir intacte. Nous allons donc entrer dans la maison de Confucius. C'est une des plus belles visites qu'on puisse faire quand on aime, je dirais, l'architecture civile, parce que c'est la maison seigneuriale, féodale, la mieux conservée de toute la Chine. 16 000 mètres carrés de propriété et une maison de 363 chambres, appartements et kiosques. C'est donc un véritable château, une cour d'accueil et avec une chose qui est merveilleuse, je trouve, une porte qui n'ouvre sur rien, comme vous pouvez voir. Une porte posée au milieu de la cour, tout simplement. Le duc Yangsheng, celui qui est le dépositaire des gènes de Confucius, a seul le droit de choisir quand on va l'ouvrir ou la fermer. On l'ouvre pour un empereur, on peut l'ouvrir pour un grand poète, on peut l'ouvrir pour un formidable musicien, mais sinon elle reste close, pour montrer qu'en quelque sorte, on est peut-être reçu chez le duc, mais pas tout à fait chez Confucius. Et des deux côtés de la cour, il y a, comme chez un empereur, mais les ducs Yangsheng sont presque empereurs, il y a le bureau des archives, le bureau du ministère, le bureau des mandarins, le bureau de la musique, le bureau des astrologues, enfin bref, toute une maison véritablement qui vivait dans ces différents pavillons que vous avez là. Je vous montre en particulier le bureau des historiens de la maison. Ils travaillaient ici, véritablement, nous sommes dans un lieu où le temps s'est suspendu. Juste après la grande cour, comme dans nos châteaux, le donjon, au sommet duquel pouvait, en cas de, se réfugier la famille. Il n'a jamais servi tellement les ducs Yangsheng étaient respectés dans toute la Chine. Après cela, toute une série d'appartements forment ce qu'on appelle la partie privée de la maison. Il y a le pavillon du père, le pavillon de la mère, le pavillon de la mère de gauche, le pavillon de la mère de droite, le pavillon des concubines de printemps, le pavillon de la nourrice de midi. Chaque pavillon est occupé par un être qui avait cette fonction extraordinairement précise et étiquetée dans la société chinoise féodale de cette époque-là. Alors, je vous montre l'entrée du pavillon du maître, l'entrée de la maison du maître, et Dieu que cette porte, datant du tout début de la période de Qing, donc début du XVIIe siècle, Dieu qu'elle est belle par son classicisme et sa sobriété. Derrière tout cela, il y a encore une dimension qui est fort belle, ma foi, c'est celle des jardins dans lequel ces ducs de Yangsheng aimaient se retirer. Jardin très chinois, gris et blanc, fait de pierre et parfois de quelques fleurs, dans un espèce de désordre un peu chaotique et très propre à l'esthétique des jardins de la fin de la dynastie de Ming, où on aimait en particulier les blocs étranges, les rochers curieux. Eh bien, le jardin de Confucius à Tufu respire exactement ce même sens du pittoresque. Nous en avons fini avec le deuxième pèlerinage, après le temple, la maison. Il ne nous reste plus qu'à voir le tombeau. Alors pour ce faire, et je dis bien, ce pèlerinage est un pèlerinage obligé. Troisième chose et la plus sacrée, allons voir le tombeau de Confucius. Je pense que vous avez encore en mémoire tout à l'heure ce que je vous ai dit. Dans le temple de Confucius, il y a 6666 arbres. Dans la nécropole de Confucius, il y en a 666 666, nous dit la tradition. Mais, si je vous donne ce chiffre, c'est que c'est absolument extraordinaire. Nous pénétrons maintenant dans un domaine de plus de 80 hectares, entouré d'un mur continu de 3,50 m de hauteur sur son pourtour,
et qui abrite depuis Confucius tous les Kong jusqu'à aujourd'hui, et je dirais même tous les Kong jusqu'à demain. Il y a des centaines de milliers de tombeaux de tous ceux qui, en quelque sorte, forgent et entourent la nature du maître des maîtres. Alors, comme il se doit, la grande nécropole est une forêt avec une petite colline, l'esprit de montagne, précédée d'un ruisseau, l'esprit de fleuve. Et vous savez que pour qu'un tombeau soit auspicieux, il doit être construit à égale distance d'une montagne et d'un fleuve. C'est ce qu'on appelle le caractère feng shui. Alors, la montagne est au centre, le fleuve, oh, c'est un pauvre petit ruisseau, mais quand même, il s'appelle le Chu, et il est bien connu en Chine, cela va de soi. Et pour faire croire même qu'il existe, on a construit des ponts. Hein, il y a 3 filets d'eau qui coulent, mais enfin, on a construit des ponts, et c'est par ce pont que nous allons gagner le tombeau de Confucius, qui est certainement le tombeau le plus vénéré de toute la Chine. Comme pour un empereur, vous allez découvrir, et vous découvrez maintenant, une voie des esprits. C'est-à-dire le long du chemin parfaitement droit qui va mener jusqu'au tombeau, il y a, de part et d'autre de la route, des animaux terrestres, puis des animaux fantastiques, puis des animaux célestes, puis des courtisans, généraux d'abord, mandarins de cour, enfin, formant comme une sorte d'armée gardant la pureté du lieu de nécropole. Au terme de cette allée se dresse un petit pavillon de bois, c'était le pavillon des rites, où l'on gardait, car Dieu que Confucius y tenait, les écrits sur la célébration précise du moindre mot, de la moindre phrase, du moindre geste, des offrandes qui étaient faites journellement à Confucius. Et derrière ce kiosque des rites, un dernier brûle-parfum pour les cérémonies quotidiennes en marbre blanc pour montrer la pureté de son bénéficiaire, occulte le tombeau lui-même, qui est tout simplement un tertre recouvert d'herbe. Rien de plus. Pas de construction, pas de sculpture, pas d'écriture, rien qu'un tertre d'herbe. Et c'est là-dessous qu'est enterré le sage des sages, Confucius, le père de la conscience chinoise. À l'époque de la dynastie de Song, un empereur a cru bon, tout simplement, de faire dresser une stèle sur laquelle il écrit « Ceci n'est pas une pierre, c'est une porte qui ouvre sur la sagesse ». Alors je vous montre un détail de ce fameux texte, qui est très beau, ma foi, mais qui rend, bien entendu, hommage à cette extraordinaire modestie, le terme d'humilité est peut-être quand même un peu trop fort, de ce simple tertre de terre qui abrite les restes du plus sage de tous les maîtres. Et juste à côté de ce tertre, on vous montrera encore une toute petite maison, rustique et simple au dernier degré. C'est le pavillon de Gangzi, ou Zigong, vous pouvez prononcer d'un sens ou dans l'autre. Alors c'est très beau. Parmi les centaines de disciples qui ont enterré Confucius, qui sont allés le confier à son tertre, puis qui se sont dispersés, un est resté assis. Et quand on l'a dit, hey, tu viens, c'est fini maintenant, il a dit tout simplement, la lumière de mon maître est telle que jamais je ne pourrai quitter ce lieu-là sans me sentir dans la nuit. Et Zigong est resté jusqu'à sa mort à veiller sur le tombeau de Confucius. Par respect pour ce respect, on entretient depuis le petit ermitage qu'il s'était construit. Voilà ce que le disciple des disciples a construit pour vivre une vie entière au pied du tombeau de son maître. Nous sommes donc quasiment à la fin, mais je dirais que pour vous récompenser d'être si patient et si généreux de votre temps, j'ai gardé le plus beau pour la fin. C'est la nécropole des Kong. Je vous ai dit des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de tombes qui forment le décor le plus hallucinant, le plus surréaliste qui soit. Et nous allons tout simplement nous y promener pour le plaisir, je dirais, de découvrir ces lieux. Il y a là des ducs, c'est-à-dire vraiment les dépositaires du titre, il y a là des épouses de ducs, il y a là des fils de ducs, puis il y a des tas de Kong dont on ne sait même plus pourquoi ils ont été Kong. C'est-à-dire véritablement toute la famille, tout le clan, car on peut vraiment parler d'un clan, a le droit d'occuper ce terrain. Certains se sont fait construire des tombeaux quasiment impériaux de grandeur et de beauté, et d'autres ont simplement 3 pierres l'une sur l'autre déposées par la piété de leurs parents. Mais tous sont là, et ça je trouve tellement beau. D'un bout à l'autre, je dirais, et de l'histoire et de l'échelle sociale, tous les Kong se réunissent dans cette nécropole. On voit un tombeau tout à fait classique avec tumulus, petit autel d'offrande, brûle-parfum et stèle.
Et puis en voilà de beaucoup plus rustiques, regardez. Et les arbres ont poussé, poussent encore, tout cela s'enchevêtre, l'éternité rejoint en fait ce qui passe dans une espèce de vertige qui est absolument étonnant. Cela d'autant plus qu'il règne un silence absolument parfait dans l'entier de cette forêt. Simplement peut-être de temps en temps, mais là vous pouvez tout de suite m'accuser de romantisme, on entend tomber une stèle, mais c'est strictement tout. Alors, beaucoup de ces contes sont complètement anonymes, vous l'imaginez bien. Il y a quelques contes très connus, je dirais. Et simplement, je fais défiler devant vous cette espèce de fantôme du temps qui a passé, ces restes d'allées des esprits dont la plupart des statues sont tombées, mais enfin, dont il subsiste quelques petites merveilles, mais aussi et surtout peut-être les animaux qui sont parmi les plus belles représentations qu'on puisse voir là. On est bien heureux quand aux portes de Pékin, dans les tombeaux des Ming, on peut voir comme ça 2 éléphants, puis 2 chameaux, puis 2 chevaux. Eh bien, allez à Xufu et vous verrez des milliers d'éléphants, de chameaux et de chevaux. Des milliers, sans mentir. Ils sont aujourd'hui complètement, je dirais, perdus, menaçant ruine même pour la plupart, mais tellement merveilleux parce que justement ils se situent hors du temps, comme ce bélier que vous avez là, au tout début de ce qui fut une fois une allée des esprits, ou ce cheval, qui date, semble-t-il, du début du XIIIe siècle, celui-là est donc de l'époque des Yuan, ou cet autre cheval un peu plus fringant, qui date de l'époque des Ming, et puis surtout, parmi les plus beaux, les lions. Je vous assure, c'est un musée de l'art funéraire de la Chine, et en plus de ça, dans l'incroyable chaos de cette espèce de forêt où le temps est suspendu, un des lieux les plus magiques que j'ai jamais connus. Merci de votre attention.